Merci. Enchanté. Donc, c'est enregistré, mais pas vous. Vous apparaissez pas. Donc, pas de problème, il n'y a que moi. Au niveau du respect de la vie privée, on est très, très bien. Alors, merci à tout le monde. Merci au Théâtre Le Levain, d'abord. J'ai découvert avec beaucoup d'intérêt et de joie de voir que Howard Zinn était traduit en hongrois. C'est très. Voilà, ça m'a à la fois étonné, beaucoup intéressé. Voilà. Merci aux amis du Diplo aussi qui font toujours ce travail très nécessaire voilà, d'animation intellectuelle, politique, pas qu'en région, en tout cas que dans l'agglomération bordelaise, qui prend soin d'aller dans les médiathèques un peu loin. Et ça, c'est, à mon avis, toujours très, très utile. Euh, Merci à vous d'être là aussi. Vendredi soir, 19h. Alors, je sais qu'il y avait l'apéro tapas qui était évidemment qui attire toujours un petit peu plus de monde que si on dit juste qu'il y a une conférence à 19h, quoi. Voilà. Donc c'est très, très bien joué de la part du Théâtre du Levain, très bonne organisation. Voilà. Donc oui, effectivement, je viens de publier ce bouquin, hein, voilà, qui s'appelle Quand les travailleurs sabotés. Le titre est assez explicite, puisqu'il est sous-titré France-États-Unis 1897-1918. Pourquoi? Eh bien parce que dans mes recherches, puisque je suis donc enseignant-chercheur, comme ça a été dit, à l'université Bordeaux-Montaigne, et je remercie l'université d'ailleurs, enfin en tout cas ceux qui représentent l'université, collègues, hein, anciens aussi collègues et à la fois étudiants aussi, préparationnaires, je me souviens, de l'agrégation, etc. Euh, donc, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'histoire du sabotage, bon, le thème, évidemment, ne m'est pas tombé dessus comme ça, du ciel, en me disant un jour, tiens, je vais m'intéresser à l'histoire du sabotage. Évidemment, c'était plutôt au moment où il y avait l'affaire de Tarnac. Voilà, alors, bon, là, je vois des têtes qui font ça. Ça rassure, parce que quand on parle aux étudiants maintenant de l'affaire de Tarnac, bon, ils étaient à la crèche ou à la maternelle, donc ça ne leur dit pas beaucoup. En fait. Donc il faut réexpliquer, et puis on prend un coup de vieux à chaque fois. Donc l'affaire de Tarnac, j'en déduis de vos hochements de tête que vous souvenez de ce que c'est, et tant mieux, ça m'évitera de l'expliquer, en tout cas précisément. Euh, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, je dis très rapidement, c'était des affaires, justement, c'était une affaire de sabotage de lignes TGV, puisque enfin, le sabotage, la ligne n'avait pas été détruite, hein, mais il y avait un crochet qui avait été accroché sur des lignes TGV qui avaient du coup perturbé énormément le trafic TGV. Ça avait lancé à l'époque donc Sarkozy président, Michel Alliot-Marie à l'intérieur. Il fallait montrer les muscles. On avait envoyé le raid, etc., dans une petite épicerie de Tarnac, voilà, où un certain Julien Coupa, avec sa communauté, était installé. Et puis, on avait épluché évidemment soigneusement les livres qu'il y avait dans sa bibliothèque, à la fois à Tarnac, mais aussi dans son domicile hein, personnel. Et puis, on avait trouvé le sabotage, un livre qui s'appelait Le sabotage d'un certain Émile Pouget, un livre qui date de 1910. Voilà. Et ça a été un des titres dont on a le plus parlé dans la bibliothèque de Julien Coupa, puisque c'était censé prouver la dangerosité de la pensée de cette communauté de Tarnac, qui, bon, à la fois par la littérature qu'ils possédaient, mais aussi par celle qu'on leur prêtait en tant qu'auteur, puisque peu de temps auparavant a été paru un livre qui s'appelait L'insurrection qui vient, signé d'un mystérieux comité invisible. Voilà. La police, sans jamais d'ailleurs réussir à le prouver, a considéré que derrière le comité invisible, en fait, il y avait cette communauté de Tarnac, et donc Julien Coupa, et Edwin Lévy, etc. Et puis il y a eu un long feuilleton qui a duré 10 ans, entre 2008 et 2018, au terme duquel, en fait, eh bien, ça a fait flop. Voilà. La police n'a absolument rien prouvé, et on ne sait toujours pas qui a été derrière ces opérations de
sabotage, on peut dire, de lignes de SNCF. Alors, il y a un groupe écologiste allemand qui l'a revendiqué, mais bon, on a plutôt l'impression que c'était une revendication opportuniste. Mais on ne sait toujours pas. Et à cette époque-là, en fait, il y a eu, dans la pensée de gauche au sens large, il y a eu un grand intérêt, en fait, pour ces thèses-là de l'insurrection qui vient, qui ont été ensuite prolongées par d'autres livres. Hein, il y avait À nos amis, etc. Le Comité Invisible a fait toute une série de plusieurs livres comme ça, où il développait cette nouvelle pensée, que l'on peut résumer, alors évidemment en la caricaturant et en ne lui rendant pas totalement honneur, mais en disant que, bon, partant du principe que la thèse principale, c'était que le pouvoir était devenu logistique, c'est-à-dire qu'il ne logeait plus dans les institutions classiques, les lieux de pouvoir classiques, le gouvernement, l'Assemblée nationale, etc., mais qu'en fait, il se situait dans les infrastructures de télécommunications, de transport, de logistique de marchandises, etc. Et donc, qu'il fallait en tirer les conclusions politiques qui s'imposaient, à savoir que la tactique, la stratégie et la tactique révolutionnaire ne pouvaient plus être la même que celle du mouvement ouvrier qui s'est constitué entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle. Et qu'il fallait passer à autre chose, et que donc ce passage nécessitait une nouvelle théorie et une nouvelle pratique. Et dans cette théorie, le sabotage, évidemment, avait une place majeure, hein, puisque ça devenait d'une certaine manière la tactique, c'est-à-dire la tactique de terrain la plus appropriée, la plus adaptée, en fait, à cette nouvelle configuration d'après les auteurs de l'insurrection qui vit. Alors, c'était pas du tout anecdotique hein, comme livre. Hein. C'est un livre qui s'est vendu à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Hein. Je ne sais plus quels sont les derniers chiffres que j'avais regardés, c'était 70 000 ou 80 000 exemplaires sur une période assez courte. Hein. Donc, ce qui est absolument immense hein, pour un livre de cette nature-là. Et ça a beaucoup infusé ensuite dans les mouvements qu'aujourd'hui on peut qualifier d'écologistes radicaux, anti-tech, hein, tous les anti-tech, anti-technologie, toute la mouvance aussi autonome, hein, qui vieille. Hein, la mouvance autonome, elle remonte au moins dans sa version en tout cas contemporaine aux années 70, hein, 60-70. Mais toute la mouvance qui est autour des Black Blocs aussi. Bon, il y a une convergence comme ça de toutes ces mouvances qui sont aussi libertaires, anarchisantes, qui prônent l'horizontalité, voilà, qui se démarquent du mouvement ouvrier traditionnel et du syndicalisme, évidemment, par leur mode d'organisation, mais aussi leur mode d'action. Et je l'ai dit, je viens de le dire, ce n'est pas du tout une affaire anecdotique, puisque dans les faits, en fait, les actes de sabotage, alors, n'ont pas connu non plus une explosion extraordinaire, hein, mais médiatiquement, en tout cas, ils ont attiré une attention de plus en plus grande, hein, notamment depuis cette affaire de Tarnac, jusqu'à l'affaire que tu as évoquée tout à l'heure, qui a fait les gros titres parce qu'il y avait une JO juste après. Mais en fait, des opérations de ce type-là, pas forcément avec autant de conséquences, mais des opérations de ce type-là, il y en a en fait assez régulièrement. Il y a juste avant, par exemple, l'affaire des sabotages de la SNCF, il y avait des antennes 5G, par exemple, qui avaient été détruites. L'année d'avant, il y avait une cimenterie, Lafarge, qui avait été alors, on dit plus saboter dans le langage des soulèvements de la Terre, on dit désarmer. Une grande réflexion dans le soulèvement de la Terre de comment on désigne le fait de dégrader, sans forcément détruire, mais de dégrader et de mettre à l'arrêt des infrastructures jugées nuisibles.
Donc les soulèvements disent on ne veut plus dire sabotage, en fait, parce que c'est trop connoté, ça va nous attirer trop d'ennuis, déjà qu'ils en ont beaucoup. On va dire désarmer. Ça accentue sur l'aspect non violent. Mais dans les faits, en fait, c'est des sabotages. Surtout que la cimenterie Lafarge, je ne sais pas si vous aviez vu les vidéos, mais c'est assez spectaculaire. Bon. Donc des actes comme ça, il y en a en réalité de plus en plus, même si c'est pas bon, forcément toujours spectaculaire, mais les soulèvements de la terre, par exemple, sur le chantier actuel de la construction de l'A69, avait l'an dernier revendiqué le fait d'avoir planté des clous dans les troncs d'arbres qui devaient être les arbres qui devaient être coupés pour le chantier de l'A69, ces clous devant briser les chaînes des tronçonneuses au moment où voilà, les arbres devaient être coupés. Alors ça avait fait scandale parce qu'on a dit vous êtes fous, vous êtes inconscients, vous allez blesser des gens, c'est n'importe quoi, etc. Donc il y avait eu tout un tas de techniciens, d'ingénieurs aussi, forestiers, pas forcément membres des soulèvements de la terre d'ailleurs, mais qui avaient dit non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, etc. Mais bon, ça avait quand même fait scandale. Et alors, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que, en fait, quand j'ai appris la question, enfin, le scandale lié au fait que les soulèvements de la terre avaient planté des clous dans le tronc d'arbre, en fait, ça m'a rappelé un truc que j'avais lu, qui était que les ouvriers bûcherons du nord-ouest des États-Unis, en 1917, faisaient pareil, planter des clous dans les troncs d'arbres. Alors, pas du tout pour empêcher la construction de la 69, évidemment, mais en fait, ils le faisaient pour rendre le bois coupé invendable et pour, du coup, attaquer au portefeuille les compagnies forestières qui les employaient et pour faire pression, en fait, sur leur employeur. Et en grattant un peu, en réalité, depuis ces années là 2008-2010 jusqu'à aujourd'hui, petit à petit, j'ai découvert moi je l'ai découvert personnellement, hein, mais je l'ai pas découvert sur un plan scientifique, vous le savez déjà. Mais en tout cas, j'ai redécouvert, en tout cas moi à mon échelle, que euh, cette tactique du sabotage, en réalité, elle était assez précisément située dans le temps, même si on peut imaginer que depuis qu'il y a du travail, il y a du sabotage, comme depuis qu'il y a du travail contraint, il y a des formes de grève. Donc on peut retrouver, généralement, on dit les premières, c'est dans l'Égypte ancienne, etc. Mais bon, on peut imaginer que quand on vous fait bosser sous la contrainte, bon, l'être humain, là pour le coup, on peut dire aux étudiants, on leur dit surtout ne dites jamais ça en histoire, mais de tout temps, spontanément, quand même eu comme réflexe de traîner la patte ou de tout faire pour, une fois qu'on échappe à la surveillance du patron ou du contremaître, pour voilà, faire autre chose, et ne serait-ce que souffler un peu, hein, tout simplement, pour une forme de, de réaction spontanée face à l'exploitation. Voilà. Bon, donc ça, forcément, on en trouve partout dans l'histoire, mais le terme même de sabotage, en réalité, on peut le dater en fait très précisément. On peut le dater très précisément en fait du milieu des années 1890, hein, puisque c'est là que un anarchiste français, que j'ai cité tout à l'heure, Émile Pouget, donc, fait le choix en fait d'utiliser ce mot qui existait déjà dans l'argot français, parce que bon, saboter, ça voulait déjà dire bâcler son travail, travailler comme un sabot, ça voulait dire voilà, mal travailler, travailler à coups de sabot, c'était pareil. Il y avait tout un argot comme ça autour du sabot qui était déjà connoté négativement. Ça voulait dire saboter, c'était bâcler son travail. Euh, Bon, alors, toutes les légendes qu'on a racontées après sur le fait que le sabotage, ça venait du fait que les ouvriers avaient des sabots et le lançaient dans les machines, ça, c'est complètement faux. Ça, c'est de la. Ça, j'ai beau avoir cherché partout, 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 il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ça reste un mythe. Alors, un mythe qui a la peau dure, hein, parce que internationalement, à part en France, et dans tout le monde anglo-saxon, le symbole du sabotage, c'est un sabot. Voilà.
Vous allez à Philadelphie, la librairie anarchiste, ça s'appelle The Wooden Shoe, sabot. C'est un immense sabot. Et là-bas, les gens sont persuadés que les ouvriers français, ils lançaient leurs sabots dans les mains. Alors bon, dans les colloques, tout ça, je vais vous dire aux collègues, non, non, c'est pas vrai. Ils ne veulent pas l'entendre, ils veulent pas le croire. Pas possible. Bon, bah, c'est comme ça. Bref. Donc, cette histoire, en fait, on peut la faire commencer à cette époque-là, voilà, le milieu des années 1890. Il y a même une date encore plus précise, qui est assez étonnante quand on connaît les positions de Sophie Binet aujourd'hui, mais même de Philippe Martinez pendant le mouvement des retraites par rapport aux coupures d'électricité qu'il y avait eu. Hein. Je me souviens, il y avait une journaliste qui lui avait dit: est-ce que vous soutenez ces sabotages? Il avait dit, il avait pris la part de vous rendez compte de la gravité. Jamais la CGT. Eh bien si, en fait, la CGT, en 1897, a adopté officiellement, lors de son 3e congrès tenu à Toulouse, le sabotage comme tactique. Et c'est ça, en fait, le point de départ de cette histoire-là. Ça, moi, je considère que c'est le point de départ d'une période, en fait, qui a duré une vingtaine d'années, pendant laquelle le sabotage, c'était pas juste en fait une tactique d'une poignée de militants radicaux qui adeptent de la violence ou qui voulaient dépasser le mouvement ouvrier ou voilà, qui voulaient ni tomber dans la violence contre les personnes, ni se conformer au mouvement ouvrier existant. C'est en fait pendant une vingtaine d'années, c'était une tactique qui était au cœur du mouvement ouvrier, en réalité, et même au cœur du syndicalisme révolutionnaire de l'époque. La plus grande, la plus connue des incarnations, c'était la CGT, hein, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que la CGT est aujourd'hui, en réalité. Parce qu'évidemment, dans les discours médiatiques, on oppose toujours la CFDT réformiste et la CGT, qui du coup ne serait pas réformiste, donc qui serait révolutionnaire. Mais en réalité, la CGT a des pratiques parfaitement réformistes, hein, voilà, depuis longtemps. Tandis qu'à la fin du 19e, à ses débuts, la CGT, c'est une organisation révolutionnaire qui se fixe comme objectif, au-delà des aspects de court terme, hein, d'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers, qui se fixe comme objectif le renversement de l'État, du capitalisme et l'instauration d'une forme de, voilà, on a du mal à le définir même au sein de la société, de ce qu'on peut appeler une forme de socialisme, voire une forme de communisme, voire une forme de société anarcho-syndicaliste, sans État, sans patron, sans propriété privée, des moyens de production. Voilà. Théoriquement, la CGT, d'ailleurs, a encore cet objectif, hein, puisque la charte d'Amiens de 1906 hein, est toujours censée être en vigueur aujourd'hui. Mais à l'époque, ce n'est pas juste dans les discours, dans les faits, dans l'organisation de la Confédération. C'est un objectif qui est pris au sérieux, en réalité. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que le sabotage devient cette tactique syndicale qui a pour particularité, et c'est ça que c'est ça peut-être que, comment dire, que j'essaie de montrer le plus, parce qu'on l'a un peu oublié. C'est une époque, en fait, où on pense que le sabotage peut devenir une tactique aussi légitime que la grève. C'est que ce n'est pas juste un truc en plus. Ce n'est pas juste une forme d'action un peu radicale qu'on va faire de temps en temps quand vraiment les choses se corsent et qu'il y a plus, voilà, il y a plus d'autres issues que de recourir, ce qu'aujourd'hui on décrit médiatiquement comme des actes désespérés, voilà, des actes de radicaux qui ne supportent pas l'échec. À cette époque-là, les dirigeants de la CGT, une grande partie d'entre eux en tout cas, sont persuadés que cette tactique peut devenir même plus importante que la grève. C'est-à-dire que déjà à cette époque-là, on commence à se dire un peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, Jean-Dominique, c'est-à-dire
commence à se dire, bon, la grève, bon, alors les manifestations, les cortèges, etc., bon, on voit bien que, bon, ça mène pas à grand-chose, en fait, hein. Émile Pouget lui-même, il a été mis en prison après une manifestation qu'il a faite avec Louise Michel. On l'a accusé d'avoir pillé une boulangerie. Bon, il a connu la prison pour ça. Bon, il se dit, à quoi bon? Puis les grèves, il y en a certaines qui réussissent, évidemment, beaucoup. Mais il y en a beaucoup aussi, voire plus, qui échouent. Et donc déjà, à cette époque-là, on commence à se dire, la grève, c'est peut-être un peu dépassé. Dès les années 1800, dès la fin des années 1880, début des années 1890. Donc, vous voyez, le discours sur la grève qui ne marche pas, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, on imagine d'autres formes d'action, des formes d'action directes. Euh, voilà, le Pouget, c'est un anarchiste, hein, donc il est aussi, il a connu la propagande par le fait qu'ont pratiqué les anarchistes, et dont la plus spectaculaire, c'est les attentats à la bombe, hein, voilà, qui ont mis en prison un certain nombre de ses camarades, qui l'ont forcé lui aussi d'ailleurs à s'exiler en Angleterre pendant un moment, et puis il revient en se disant, faut alors peut-être être un peu plus prudent quand même si lui, il n'a jamais prôné les attentats et la violence contre les personnes. Donc déjà à cette époque-là, on se dit que le sabotage, ça peut être voilà, une voie d'avenir, en fait. Hein, pas juste pour une poignée de militants, hein, pour la classe ouvrière, pour le mouvement ouvrier dans son ensemble. Et on entreprend à ce moment-là un très grand travail en fait, de théorisation et de légitimation de ce mode d'action en considérant que ça devait être un mode d'action qui devait éviter à la fois l'impasse des moyens traditionnels, comme la grève, mais aussi éviter la violence contre les personnes, telle que, et la violence armée, telle que l'ont pratiqué quelques années juste avant les anarchistes en France, notamment. Donc, il fallait trouver une voie médiane entre les deux. Et Pouget fait partie de ces anarchistes qui considèrent que c'est dans le syndicalisme qu'on va pouvoir non seulement développer ces théories, mais les mettre en application à une large échelle. Et c'est là que la théorisation du sabotage commence. Alors, c'est très compliqué à définir le sabotage encore aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un c'est quoi le sabotage, bon, on sait ce que c'est pas. On sait que c'est pas la violence contre les gens, ça c'est vrai. On sait que c'est quand même un peu plus que juste bloquer une raffinerie ou un dépôt de bus ou un dépôt de tramway pendant le mouvement des retraites. Voilà. On sait que c'est entre les deux. On ne sait pas trop le définir. Et en fait, le plus petit dénominateur commun qu'on peut trouver au sabotage, c'est en fait le fait de refuser, au départ, le sabotage, c'est le fait de refuser de travailler selon les normes patronales, c'est-à-dire selon les normes du travail bien fait, telles qu'elles sont imposées par le patronat. C'est ça, en fait, au départ. Saboter, ça veut dire mal travailler. C'est une manière, en fait, d'introduire la grève dans le travail. C'est-à-dire lutter, mais sans faire grève. Ce qui est super sur le papier. Vous pouvez lutter, vous ne perdez pas votre salaire, vous ne vous exposez pas à la répression, parce que saboter, vous pouvez le faire voilà, de manière subreptice, en unité, à l'abri des regards, individuellement. Et si tout le monde le fait, ça peut mettre une sacrée pagaille. Bon. Donc ça, Pouget, il trouve ça génial, évidemment. Et puis, il n'est pas le seul. On est suffisamment nombreux pour l'adopter à un premier congrès 97 de Toulouse. La question est reposée au congrès de Rennes en 1898 à Rennes. Bon, il y en a certains qui déjà, il lâchent un peu, dit oui, en fait, on y a réfléchi, ça se passe en nous. Quand même, on se dit, c'est quand même risqué. Mais c'est quand même un nouveau adopté. Nouveau congrès en 1900 de la CGT.
là, il y a encore d'autres gens qui disent ça sera encore sans nous, mais la majorité reste quand même en faveur du sabotage. C'est-à-dire qu'avant la Première Guerre mondiale, la CGT, par 3 fois, elle confirme le fait que le sabotage sera un de ses moyens d'action privilégiés. Et c'est à partir de là que cette idée très simple va donner naissance à une multitude d'actions qui vont du simple ralentissement du travail à la coupure de lignes télégraphiques et téléphoniques pour perturber la circulation des trains. Et entre les deux, vous avez une infinité de pratiques comme ça qui se développent très fortement. Alors, dans les années 1900, pour vous donner des exemples, ça va être par exemple les garçons coiffeurs, les employés des salons de coiffure parisiens. Donc c'est une époque où les salons de coiffure ferment très tard. On peut se faire coiffer à Paris jusqu'à 23 heures, voire minuit parfois. Et donc les employés des salons de coiffure vont se mobiliser à Paris et se demandent comment forcer les propriétaires des boutiques de coiffure pour fermer les salons de coiffure plus tôt. Voilà. Alors, ils savent que s'ils font grève, bon, ils n'ont pas les moyens de perdre de l'argent. Donc, en fait, ils travaillent. Et puis, la nuit, une fois que les salons sont fermés, ils vont avec des pots de produits. Alors, souvent, c'est de la potasse, hein, c'est-à-dire des produits très acides qui vont détériorer la peinture des devantures des salons de coiffure. Donc, ils balancent ça, ils appellent ça badigeonner, les devantures des salons de coiffure. Euh, Ils vont faire ça pendant des semaines, pendant des mois. Ça va durer même plusieurs années, l'histoire, et ils réussissent à faire fermer les salons de coiffure. Il y en a qui vont même un peu plus loin parce qu'ils placardent des affiches à Paris en disant si vous venez après telle heure, vous serez écorché. Bon. Je n'ai pas trouvé un seul cas de client qui a été écorché. Par contre, des badigeonnages, il y en a eu un sacré paquet. Bon, les ouvriers boulangers aussi qui adoptent la tactique et qui se disent ah bah tiens, ça serait pas mal de faire exprès de laisser le four allumé un peu trop longtemps. Et le pain deviendra immangeable. Et du coup, la boutique, alors c'est les employés, hein, c'est le mitron, c'est pas le patron évidemment qui font ça. Et ça va peut-être faire réfléchir le patron. Alors évidemment, dans la presse, on trouve tout de suite que les boulangers mettent du verre pilé dans la pâte, qui crée une certaine panique à Paris, ou qui mélangent la pâte avec du cambouis. Bon, je n'ai trouvé aucun cas. Mais ça va leur rester très longtemps, parce que j'ai même retrouvé, même dans la presse américaine, on dit que les boulangers français mettent du verre pilé dans la pâte. Il n'y a jamais eu aucun cas. Et bon, vous voyez, dès qu'on parle de ça, en fait, ça fait beaucoup fantasmer. Et puis après, il y a. Donc, ça, c'est des actes, on va dire, de faible intensité. Il y en a un peu partout. Vous avez les terrassiers aussi, les terrassiers français, qui sont un peu l'avant-garde du syndicalisme révolutionnaire de l'époque, un peu l'incarnation de la classe ouvrière masculine, aiment bien saboter. C'est-à-dire que quand ils voient un wagon, bon, on donne un petit coup et puis on le fait tomber dans le ravin d'en bas. On coupe un petit peu on va détériorer tel ou tel poteau téléphonique pendant une grève. Voilà, on va faire des petites choses comme ça et on commence à dire ça, c'est saboter. Les résignés landais aussi. Voilà, pas loin de chez nous, là. Les résignés landais, bon, ben, voilà, une de leurs donc c'est ceux qui récoltent la résine, hein, compris. Une des manières pour eux de saboter, c'est de casser les pots de résine la nuit. Et le matin, le patron vient, il voit une propriétaire d'exploitation, voit tous les pots cassés. Voilà. Ça se faisait avant, mais là, on commence à dire ça, c'est du sabotage. Les ouvriers, les chauffeurs de tramway, par exemple, les conducteurs de tramway ou les employés du tramway bordelais en 1909, par exemple. Bon, ils vont la nuit, ils vont enlever des pièces des locomotives. Et le matin, ah ben, voilà, même s'ils ne sont pas nombreux à faire grève, il n'y a pas de tramway. Ceux de Cadillac qui font pareil en 1907. Pareil, exactement la même chose.
Mais là où ça prend une ampleur beaucoup plus importante, c'est en 1909, parce que là, l'idée arrive jusqu'aux agents des postes. Et là, un certain nombre de grévistes, il y a une grande grève des postes en 1909, commence à Paris. La grève échoue. Tout un tas, des centaines de grévistes sont révoqués parce qu'ils n'ont pas le droit de grève à cette époque-là, puisque c'est des agents du ministère, donc les fonctionnaires, ils n'ont pas de grève, hein, le droit de grève à ce moment-là. Et on ne sait pas trop si c'est des agents des postes ou si c'est des militants révolutionnaires à côté, ou les deux, mais en tout cas, les fils télégraphiques et téléphoniques commencent à tomber par centaines la nuit. Et par centaines, c'est-à-dire chaque nuit, il y a des dizaines de câbles qui sont coupés. Alors, à l'époque, il faut se rendre compte que ça peut mettre le gouvernement dans une situation extrêmement difficile. Parce que sans télégraphe, le gouvernement, par exemple, ne peut pas communiquer avec les gouvernements étrangers. D'un point de vue diplomatique, rien que diplomatique, ça pose tout un tas de problèmes. Et les cheminots, l'année d'après, en 1910, grande grève des cheminots en octobre 1910, on appelle ça la grève de la thune, parce que la thune, à l'époque, c'est la pièce de 5 francs. Ils veulent obtenir un salaire quotidien de 5 francs, ils réclament ce qu'on appelle la thune. Ils ne parviennent pas à l'obtenir grâce à leur grève. Grève très puissante, massive, sur certains réseaux en tout cas. À l'époque, le réseau il est partagé entre différentes compagnies privées. Hein. Et le gouvernement, pour briser la grève, il ordonne la mobilisation militaire. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, il dit si vous reprenez pas le boulot, vous êtes passible d'un tribunal militaire. Ça suffit généralement à briser une grève. Voilà. Qu'est-ce qui se passe donc, c'est l'équivalent d'une réquisition, en fait, comme quand on avait parlé des réquisitions pour les raffineries. C'est la même chose, à peu près. Mais cette grève, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la manière dont on l'a raconté jusqu'à présent, on disait les cheminots ont fait une grève, ça n'a pas marché tout de suite, mais ça a marché plus tard. C'est-à-dire qu'ils ont dû reprendre le travail, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, mais l'année d'après, ils ont obtenu en fait des améliorations de leur système de retraite, ils ont obtenu aussi des améliorations de leur salaire. Voilà. Mais on n'expliquait pas pourquoi. On imaginait que finalement, peut-être que pris de remords, le gouvernement se serait dit on a peut-être été un peu trop dur. Quand même. Bon, une hypothèse qui n'est pas très plausible, évidemment. Et en fait, en grattant un peu, alors ça, pour le coup, je m'en suis rendu compte là, vraiment en faisant ça là, mais en fait, les cheminots, ils ont repris le travail, mais en sabotant. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait des équipes la nuit, on ne sait pas par qui elles étaient composées. Si c'était des cheminots, si c'était des gens qui n'étaient pas du tout cheminots, ou les deux, ou des équivalents de Tarnac de l'époque, si vous voulez. C'est pas trop parce que quasiment personne s'est fait prendre. Mais entre fin 1910 et l'été 1911, vous avez les lignes de télégraphiques et téléphoniques, elles ne tombent pas par centaines, elles tombent par milliers. Tous les jours, vous avez des dizaines, voire des centaines de cas. Et on réussit à choper personne. Notamment parce que ces équipes-là, on réussit à en attraper un ou deux, donc on arrive à savoir comment ils disent. Ils utilisent ça va te faire plaisir, Alexandre, les automobiles. Voilà. Les premières automobiles, elles sont utilisées en fait pour échapper très rapidement à la police. Ça la police ne sait pas encore faire parce qu'elle n'est pas habituée à ça. Donc en fait, on leur signale un truc, ils arrivent, en fait, les gens sont déjà partis depuis longtemps. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait une auto, il y en a un qu'on a chopé, donc il a raconté ce qui s'était passé. En fait, bon, il va à un meeting, voilà, il est en pleine grève, il y a un meeting, il sort du meeting, il y a un type qui vient le voir, qui lui dit ah ben tiens, j'ai entendu ce que tu as dit, si tu veux ce soir, rendez-vous place de la Nation, on passe te prendre en auto, et puis on va faire un grand coup, on ne peut pas te dire quoi, mais on va faire un grand coup. Prends des cisailles et du fil de cuivre.
fil de cuivre, pourquoi? Parce que ça permet de brouiller, en fait, sans avoir à couper. Ils entouraient les fils de télégraphe et de téléphone, ça brouille toutes les communications. Voilà. Donc, ils agissaient comme ça, mais les cheminots eux-mêmes, en fait, sabotaient au sens originel du terme. C'est-à-dire qu'ils faisaient exprès, notamment dans les transports de marchandises, ils faisaient exprès de se tromper de destinataire. Oups, et par dizaines. Ils faisaient exprès voilà, de traîner ou de dire attendez, on va vérifier quand même, on va vérifier le règlement. Pour être sûr qu'on fait les choses bien. Bon, c'est-à-dire, voilà, ils appliquaient avec un zèle absurde le règlement. C'est ce qu'on a appelé ensuite la grève du zèle. Là. Il faisait exprès de se tordre la cheville. Ah, mon Dieu. De faire tomber, de casser, mais par maladresse. Et donc, ça a tellement perturbé le trafic ferroviaire, d'autant que les cheminots eux-mêmes, comme les postiers avant eux, alors que les cheminots, à part ceux qui travaillaient sur le réseau de l'Ouest, ils n'étaient pas fonctionnaires, c'était des agents de compagnie privée. Les grévistes ont été virés par milliers. Donc, ajouter au manque de personnel ce sabotage-là, cette grève du zèle qu'on appelait déjà à l'époque, qu'on commence à appeler à ce moment-là la grève perlée, le trafic ferroviaire de marchandises est complètement perturbé. Et il est tellement perturbé pendant des semaines, des mois, en fait, c'est ça, très probablement, j'en ai pas la preuve, parce qu'il faudrait trouver des documents, comment dire, des archives ministérielles dans lesquelles il y a un compte-rendu où on dit, puisqu'il y a ce problème, on va leur donner ceci. Ça, je ne l'ai pas trouvé. Mais très probablement, en fait, c'est ça qui a fait que le gouvernement, finalement, le gouvernement a incité les compagnies à lâcher du lest. Alors ça, c'est une histoire qui, souvent en histoire, c'est toujours un peu déprimant l'histoire parce qu'il y a toujours beaucoup plus d'échecs que de réussites dans le mouvement ouvrier. Bon, voilà. Mais là, c'est le genre d'histoire quand même qui pousse à réfléchir. D'autant qu'à ce moment-là, à Paris, il y a un type, un Américain, qui s'appelle William Haywood, surnommé Big Bill. Il faut vous imaginer un type avec une carrure très, très imposante, un œil de verre, qu'il a perdu, on ne sait pas trop comment, dans l'Ouest américain, voilà, dans les décennies, dans les années précédentes. Une grande balafre. Déjà, lui, on l'appelle Scarface. Et qui est en Europe parce qu'il est membre du Parti socialiste américain. À l'époque, il y a un Parti socialiste américain, un vrai Parti socialiste américain, qui est affilié à la Deuxième Internationale. Donc, il a été délégué au Congrès de Copenhague, etc. Il fait son petit tour ensuite d'Europe, il va en Italie. Et puis, en fait, il se retrouve à Paris au moment, là où il y a de la grève des cheminots et au moment où les cheminots sabotent. Et donc, il voit tout ce qui se passe, il rencontre des militants français, il comprend ce que font les Français, et là, il se dit, mais bon sang, je sais bien sûr. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc lui, ce qui l'impressionne, c'est pas en fait les coupures voilà, c'est pas l'aspect le plus spectaculaire du sabotage. C'est en fait le sabotage dans le travail. Et quand il revient aux États-Unis, les membres en fait aussi d'une petite organisation syndicaliste révolutionnaire qui s'appelle l'Industrial Workers of the World, l'IWW, donc les travailleurs industriels du monde, littéralement, qui est en fait une toute petite organisation de quelques milliers, dizaines de milliers de membres aux États-Unis, qui est une organisation, on va dire, syndicaliste révolutionnaire, un peu comme la CGT. Peu de choses près, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, américain de la CGT. On va dire ça comme ça. Et c'est lui qui, en arrivant aux États-Unis, alors ça, je m'en suis rendu compte là aussi en faisant mes recherches, en allant aux États-Unis, voir un peu les archives du syndicat, etc. C'est lui qui dit, en fait, camarades, enfin, fellow workers, camarades, on va dire camarades, nous, camarades, il faut qu'on fasse comme les Français.
ils ont tout compris. Et on va faire pareil. Et c'est à ce moment-là que commence aux États-Unis aussi la grande ère du sabotage, qui est incarnée par ce chat-là, que tout le monde sûrement a déjà vu, puisque c'est encore aujourd'hui, on le retrouve sur le drapeau de la CNT française. Et en réalité, ce chat noir, il est dessiné par un des membres de l'IWW, qu'on appelle, alors les membres, on les appelle les Wobblies. C'est un type qui s'appelle Ralph Chaplin, qui est un Wobbly de l'époque, et qui, en fait, fait de ce chat noir l'incarnation du sabotage, puisque ça devient la tactique fétiche de l'IWW aux États-Unis, qui va essayer d'adapter cette tactique au contexte américain. Alors, ça va donner des choses très, très drôles, parfois très, très osées aussi, très différent de ce qui se passe en France, parce que c'est plutôt dans l'Ouest américain, en fait, quand on le met en application. Ce n'est pas du tout des cheminots comme en France ou quoi que ce soit, c'est plutôt dans le domaine agricole, en fait. Mais ça va donner, par exemple, alors on retrouve le ralentissement du travail, mais ça va être les pointes plantées dans les troncs. Alors, les pointes de cuivre plantées dans les arbres fruitiers, ça fait pourrir euh, assez rapidement le tronc. Ça va être, par exemple, les ramasseurs de pommes qui, sans faire exprès évidemment, vont un peu trop appuyer sur les pommes. Et on va appeler ça, on va surnommer ça, parmi les mobiles, la maladie des 5 points. Voilà. Une nouvelle maladie, on ne sait pas d'où ça vient. Ça va être bon, des ouvriers bûcherons qui vont, sans forcément planter des troncs, mais qui vont regarder les commandes, surtout pendant la guerre. Donc, vous imaginez que les commandes de guerre faites par les Européens aux Américains, le gouvernement, enfin l'État central, fédéral américain regarde ça de très très près, évidemment. Ils regardent les commandes, ils regardent les tailles des troncs, et puis ils vont en enlever quelques centimètres. Au contraire, ils vont le couper un tout petit peu plus long. Et puis comme ça, une fois arrivé en ordre, ils disent mais non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et puis ça met une pagaille pas possible. Ça va être. Alors, il y a une forme de sabotage aussi qui est assez novatrice pour l'époque, qui s'appelle le sabotage de la bouche ouverte. Euh, alors, c'était déjà prôné en France, mais aux États-Unis aussi, ça se fait parfois. C'est par exemple un serveur dans un restaurant qui va se mettre à dire aux clients ce qu'il y a vraiment dans leur assiette. Comment ce qu'il y a dans sa soupe de poisson. En fait, il y a le reste des têtes des écrevisses de la semaine dernière. Ça va être, voilà, ce sabotage de la bouche ouverte qu'on pourrait qui est d'une certaine manière une sorte d'ancêtre des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire dévoiler au public les pratiques frauduleuses des patrons. Donc là, on est dans un truc parfaitement non violent, favorable aux consommateurs, etc., etc. Donc ça va donner plein de pratiques comme ça, assez astucieuses. Alors, je passe évidemment sur les pratiques plus attendues du type on va détériorer les machines agricoles, on va enlever une petite pièce qui fait que quand on va mettre en marche la machine qui va battre le blé, ben, tout va tomber par terre. Bon, voilà, ça, c'est des choses plus classiques, mais ça va donner voilà, des manières de faire assez ingénieuses qui sont. Alors, il y a un doute sur le fait de savoir s'il y en a certains qui sont allés jusqu'à incendier des champs. Il y a un gros doute. Il n'y a pas de preuve. Personne n'a été condamné pour ça et j'ai mis le coup de preuve. Il y a un doute. On ne sait pas trop. Moi, j'ai mené l'enquête aussi. Et en fait, on ne sait pas. C'est impossible de savoir.
Mais ça a donné, vous voyez, toute une pratique assez ingénieuse qui a attiré beaucoup de militants, en fait, de militants immigrés, des gens qui n'étaient pas qualifiés, des immigrés récents aux États-Unis, alors, des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, tous ceux que la grande syndicale réformiste de l'AFL, hein, l'American Federation of Labor, ne voulait pas. Ça a attiré beaucoup de gens. Et cette histoire-là, en fait, c'est cette histoire-là que j'essaie de raconter, et puis je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on discute quand même, hein, qu'on échange. Euh, bon, c'est une histoire en fait qui se termine, pour moi, pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, parce qu'en fait, ces pratiques-là deviennent intolérables en temps de guerre. Le gouvernement fédéral américain, jusque-là, fermait les yeux. Et quand il était sollicité par des gouverneurs qui disaient il faut intervenir, il faut intervenir, il faut intervenir, c'est plus possible, il fermait les yeux en disant pas notre problème. Et pendant la guerre, par contre, on peut plus se permettre, au niveau fédéral, que la production de guerre soit perturbée. Et donc tout cela finit très mal en fait pour les militants du WW, puisque c'est le plus grand procès civil de toute l'histoire des États-Unis qui se tient à l'été 1918 à Chicago. Une centaine de militants sont jugés en même temps. Il n'y a jamais eu aucune autre affaire dans un tribunal fédéral qui a concerné autant de gens en même temps. Et ils sont tous condamnés pour entrave à l'effort de guerre, notamment par le sabotage. C'est ce qui fait que l'organisation, qui existe encore aujourd'hui, hein, l'IWW, ça existe encore aujourd'hui, a renoncé à l'utilisation du mot sabotage dans un communiqué que j'ai retrouvé qui date de 1918. Et si vous allez sur son site aujourd'hui, elle ne met en ligne, sur son site, elle met encore en ligne la littérature qu'il y a sur le sabotage, parce qu'ils ont produit aussi des brochures sur le sabotage qui sont en fait à chaque fois des versions, des sortes de traductions améliorées de Pouget. Mais elle précise que c'est qu'à titre indicatif, qu'à titre documentaire. Et que l'organisation n'en assume pas la responsabilité, n'en assume plus la responsabilité. La CGT, quant à elle, dès les années 1908-1909, a vite compris que c'était un jeu très risqué, surtout après que ses dirigeants, en 1908, aient tous été arrêtés, hein, parce qu'ils ont été accusés de favoriser des violences pendant la grève. Dès 1908-1909, sans y renoncer officiellement, en fait, a arrêté de prôner le sabotage. C'est des militants plutôt révolutionnaires, radicaux, anarchistes, antimilitaristes aussi, beaucoup, qui ont repris la tactique, mais avec, comment dire, avec beaucoup moins de gens concernés en réalité. Et la CGT s'est mise plutôt à partir de 1909 à dire en fait les vrais saboteurs, c'est les patrons. C'est le sabotage patronal parce que c'est eux qui, en rognant sur les salaires, en rognant sur les frais, nous font manger n'importe quoi, nous font des bâtiments qui risquent de s'écrouler sur notre tête, mettent en danger tout le monde. Dans l'industrie pharmaceutique aussi, c'est pareil, ils nous empoisonnent, etc., etc. Et donc les vrais saboteurs, c'est eux. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où le sabotage, en fait, c'est encore très séduisant pour tout un tas de militants. Mais en fait, il n'y a aucune organisation du monde ouvrier et du monde syndical qui est prête à l'endosser. Hors cas exceptionnel où on va couper l'électricité par-ci par-là et on va refuser de dire que c'est du sabotage, alors qu'à l'époque, on appelait ça du sabotage. Hein. Le syndicat des électriciens avec Émile Pateau en 1907. Les électriciens, ils veulent une augmentation de salaire. On coupe l'électricité dans la moitié de Paris, on l'obtient immédiatement. Voilà. Et on appelait ça faire du sabotage. Voilà. Mais aujourd'hui, ben, ça explique pourquoi, en fait, c'est cette expérience d'une vingtaine d'années qui explique pourquoi le sabotage est cantonné à la marge et que même à la marge, si vous regardez les soulèvements de la Terre, on hésite encore à parler de sabotage, on hésite moins peut-être à le pratiquer, mais en le désignant autrement. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, à mon avis, c'est que on a tout intérêt, quel que soit l'avis que l'on porte sur le sabotage,
mais à revenir sur cette histoire-là, parce qu'en fait, ça a été une expérience sur une longue période quand même, qui a concerné deux pays, hein, de part et d'autre de l'Atlantique, deux grands pays industriels, et qui a apporté des choses, qui a eu des succès, mais qui a aussi rencontré finalement assez rapidement certaines limites. Donc, ça tempère aussi, je pense, certains discours aujourd'hui très enthousiastes à l'égard du sabotage qui semblent parfois pas redécouvrir la roue, mais avoir trouvé, semble, comment dire, ressentir ce qu'a ressenti Pouget au milieu des années 90. C'est-à-dire cette idée que là, on a quelque chose qui va nous permettre de dépasser en fait toutes les limites de nos modes d'action. Et je m'arrête. Merci de votre attention. Oui, tous les hackers, tout ça, les pirates informatiques, des choses comme ça, c'est ça? Oui, bah, l'idée, en fait, elle naît en même temps que les grands réseaux de télécommunications, de transport et d'énergie, en fait, se développent. C'est-à-dire que dans ce qu'on a longtemps appelé la deuxième révolution industrielle, on n'appelle plus trop comme ça, mais peu importe, donc fin 19e, début 20e, une des caractéristiques de cette phase d'industrialisation, c'est qu'il y a des grands réseaux techniques, des grandes infrastructures qui n'existaient pas auparavant et qui se développent assez rapidement. Donc, alors, il y avait le chemin de fer qui datait déjà dans la nuit de la première révolution industrielle de la vapeur, etc., mais vous avez les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, télégraphes, téléphones qui se développent, les réseaux de distribution d'énergie. Et en fait, c'est ce développement des réseaux qui fait que dès le début du XXe, certains militants révolutionnaires, donc je pense notamment à Émile Patot, donc je l'ai cité tout à l'heure, qui est à la tête du syndicat des électriciens, le syndicat CGT des électriciens parisiens, Sébastien Faure, un anarchiste très connu, grand conférencier, bon, qui font même une conférence en 1909, après la grève des postes, qui s'intitule L'industrie électrique au service de la révolution. Et qui disent, en fait, on croirait lire du comité invisible. Ils disent quasiment mot pour mot, désormais le pouvoir est logistique, etc. Ils ne disent pas comme ça, mais en fait, ils disent ça. Ils disent désormais le pouvoir, en fait, il réside dans ces flux, alors, ils parlent, eux, de l'entrelacement, ils ne disent pas réseau, ils disent l'entrelacement de ces lignes électriques, etc., etc. Et il y a déjà cette idée que, finalement, pour bloquer le système, en fait, la tactique révolutionnaire, la vieille technique révolutionnaire à la Blanqui, c'est-à-dire on fait une barricade, on prend un fusil chasse-peau et puis on y va, c'est terminé. En fait, depuis la Commune, on a bien compris que ça finit dans un bain de sang. En fait, dans les rangs syndicalistes révolutionnaires, on a déjà cette idée que c'est en s'attaquant au réseau, aux infrastructures, qu'on va pouvoir bloquer le système et empêcher le gouvernement de gouverner, voilà, en le mettant hors d'état, en fait, de pouvoir gouverner. Ceux qui le réussissent le mieux, évidemment, c'est pas en France, hein, c'est les bolcheviks. Ils comprennent très rapidement que, en fait, c'est pas le palais d'hiver qu'il faut viser en priorité. C'est les centraux télégraphiques. Il faut d'abord paralyser la ville avant de porter la stockade finale en prenant le palais d'hiver. Voilà, alors, Eisenstein montre ça très bien. En fait, l'important, c'est ce qui s'est passé avant. C'est la prise des centraux télégraphiques, téléphoniques, les ponts, etc. etc. Ça, c'est l'écrivain italien Curzio Malaparte l'a très bien dit en 1931 dans un livre qui s'appelle Technique du coup d'État. Il dit désormais, pour prendre le pouvoir, il faut s'y prendre autrement. Et les bolcheviks l'ont très bien compris. Donc en fait, ce que vous mentionnez aujourd'hui, les hackers qu'on présente toujours comme un truc très nouveau,
C'est-à-dire les hackers, le réseau des Anonymous, le fait que voilà, on va s'en prendre au réseau, même le comité invisible, etc. Ça vient en fait que l'actualisation d'une pensée en fait révolutionnaire relativement ancienne qui remonte en fait à la deuxième révolution industrielle, quoi. Alors, ce qui est nouveau, là, pour le coup, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que la dimension anti-technologique, elle n'est pas du tout présente au début du XXe. Et d'ailleurs, les anti-tech d'aujourd'hui, ou les néoludites, le mot le dit bien, ils ne se réfèrent pas en fait au syndicalisme, ils se réfèrent à l'époque encore d'avant, c'est-à-dire le ludisme, c'est-à-dire cette période-là des années 1810, ça se prolonge un peu dans la première moitié du 19e, où les ouvriers anglais notamment brisaient des machines, hein, voilà, non pas d'ailleurs forcément parce qu'ils étaient contre les machines, mais pour faire pression aussi. Et en fait, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est-à-dire cette idée que c'est la technique en tant que telle qui pose problème. Voilà. La cimenterie Lafarge, par exemple, elle est attaquée, pas simplement pour faire perdre de l'argent à Lafarge, mais parce que c'est une infrastructure en tant que telle qui est nuisible. Et c'est l'incarnation d'un monde dont il faut se débarrasser. Chez les anarcho-syndicalistes ou syndicalistes révolutionnaires du début du XXe, la machine ne leur pose pas de problème. En fait. Ils disent, nous, la machine, c'est pas ça qui nous pose problème. Ils disent même dans un texte, c'est un petit, ils disent, nous respecterons la machine quand elle ne sera plus un instrument d'exploitation. Mais en tant que telle, la machine, le sabotage, c'est même quasiment quelque chose qui permet de la détériorer, mais sans la détruire, parce que l'idée, quand même, l'objectif final, c'est quand même de la maîtriser le jour J, le jour de la révolution. C'est-à-dire prendre l'outil de production et se mettre à produire, sans patron et sans État. Mais pour produire, il faut la machine. C'est pour ça que le sabotage est intéressant aussi, c'est parce que, à leurs yeux, aux yeux de ces militants, c'est une manière de détériorer, mais sans détruire. Voilà. Et ça c'est différent d'aujourd'hui, je trouve. Donc, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui, pas chez tous les adeptes du sabotage, de tous les hackers, etc. Mais il y a des dimensions anti-tech, elle se rattache plutôt à l'écologie radicale qu'on peut faire remonter fin des années 60, début des années 70. Voilà. Où là, en fait, il y a une réinterprétation du sabotage, notamment chez les activistes écologistes américains. On commence à parler d'écotage, d'ailleurs, pour associer les termes écologie et sabotage. Et ils se remettent, en fait, à lire Pouget, à lire les Wobblies aussi, pour en faire autre chose, mais dirigé contre les infrastructures en tant que telles. C'est là qu'il y a quelque chose de différent. Oui. Mais les urgences des envies de sabotage, on retrouve des tentatives de grève administrative, par exemple. Mais aujourd'hui, dans le monde du travail, c'est fort difficile de pouvoir prendre une décision sans être fliqué, reconnu et donc poursuivi et condamné. Donc, ça génère en général donc, de la répression et c'est difficile effectivement à mener. Il y a une forme, je dirais, inversée du sabotage, mais qui reste du sabotage, c'est les Robins des Bois. Au niveau de l'énergie, et gars de la CGT qui, pour s'invisibiliser, sinon il y aurait des problèmes, mais ils décident de remettre l'énergie à des gens à qui elle a été coupée. Donc c'est une forme d'action aussi, mais qui est marginale. Alors j'avais une question, pendant la guerre de 39-45, là il y avait des consignes, l'entraque de la Fédération des métaux CGT qui donnait comme consigne de saboter. Et là, ils sabotaient dans les usines d'aviation ici de la Gironde en particulier. Ils jouaient sur la taille de la pièce, ils mettaient de la graisse quand ils transportent. Mais bon, ils avaient 50 000 façons de saboter. Hein. Et dans les camps de concentration aussi, les déportés qui étaient à la production d'obus,
Et la mère Dominique racontait qu'il essayait de mettre un peu de chiffon à l'intérieur parce que ça perturbait justement l'utilisation. Donc, il y a des formes encore qui peuvent être quelquefois préconisées, mais avec toujours le même risque. Il faut éviter de se faire prendre. Oui, oui, tout à fait. Alors là, sur le lieu de travail, il y a des choses en fait qu'on n'appelle plus du tout de sabotage, mais qui, en fait correspondent parfaitement à la définition. Ce qu'on appelle aujourd'hui le quiet quitting, par exemple, la démission silencieuse. C'est très à la mode, on a l'impression que c'est une découverte du management contemporain, voilà, que il y a des employés, quand ils sont maltraités, ils n'ont plus envie de bosser, ils font tout pour en faire le moins possible. Grande découverte du néo-management. Bon, en fait, c'est du sabotage, ils ralentissent le travail, tout simplement. Bon. Donc, il y a des formes qui sont plus ou moins risquées. Par exemple, actuellement, la démission silencieuse, ça pose beaucoup de problèmes, hein. C'est très compliqué, en fait, à prouver, déjà. C'est très compliqué à surveiller. Et il y a des formes comme ça qui restent encore assez insaisissables. Pour justement le lien entre bon, ce qu'on imagine plutôt spontanément quand on parle sabotage CGT, bon, on voit en fait un train qui déraille et puis des résistants. Ça, on l'imagine. En fait, ce qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, c'est en fait une résurgence de ce qu'on appelle dans les rangs de la CGT le sabotage insaisissable. C'est en fait une redécouverte du sabotage d'avant 14. Mais entre-temps, en fait, il s'est passé comment dire, un processus de militarisation du sabotage qui lui a fait complètement perdre son sens originel. Je vous donne juste un exemple. Moi, les premiers documents diplomatiques dans lesquels j'ai trouvé le mot sabotage utilisé pour désigner des opérations clandestines menées sur un sol étranger, mais sans aucun lien avec le mouvement ouvrier. C'est des télégrammes envoyés par l'Allemagne à ses agents sur le sol américain pendant la phase de neutralité des États-Unis, au début de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que le gouvernement allemand s'approprie le terme. Il dit à ses agents, vous allez faire du sabotage. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le sabotage ouvrier. Et en fait, les états-majors, ensuite, dès la Première Guerre mondiale, s'approprient le concept et commencent à développer aussi, tirent les conclusions du développement des réseaux dont je vous ai parlé, tirent les conclusions aussi stratégiques et tactiques sur un plan militaire, qui font que ce qu'on appelle dans la Première Guerre mondiale la guerre secrète, ça a peu d'impact, mais par contre, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a un impact extrêmement important. C'est-à-dire toute la pensée voilà, comment on fait pour paralyser l'ennemi, en fait, paralyser économiquement l'ennemi. Alors, ça peut passer par les bombardements de réseaux, de centrales, d'usines de production, etc., voire de villes entières. Mais ça passe aussi par des actions clandestines, des actions de résistance dans les pays comme en France où les conditions sont réunies pour que ça se passe. Mais en fait, c'est une forme pour moi, une forme de sabotage dénaturé. C'est une forme de sabotage qui a été militarisée, mais qui n'a plus, qui a plus du tout le sens ouvrier d'origine. Parfois, les deux se rejoignent. Regardez les grandes grèves de 47 en France. Bon, vous avez des militants, très probablement de la CGT, qui font dérailler un train dans le Nord, qui tue 16 personnes. C'est la dernière fois que la CGT a pratiqué le sabotage hors temps de guerre. La dernière fois. Et même sur ma période, il y a eu en 20 ans, il n'y a eu aucun mort qui a un acte de sabotage. Aucun. Donc voilà, le sabotage, en fait, il est toujours possible, en réalité. En fait, il est toujours possible. Même si le management capitaliste s'est construit expressément pour étouffer toute forme de sabotage, vous lisez l'organisation du travail de Taylor, 1899, il dit en fait, le problème principal dans les usines, c'est que les ouvriers prennent la patte. Et voilà tout mon système pour réduire tous les temps morts, toute la moindre marge de manœuvre dont dispose l'ouvrier. Alors, on n'arrive jamais totalement
à la réduire, puisque quand on regarde même les formes de résistance un peu informelles qu'il y a, vous n'empêcherez jamais un ouvrier, même à la chaîne, de faire ce qu'on appelle du bousillage, ou faire la perruque, c'est-à-dire fabriquer sur son temps de travail des petites choses pour lui, voilà, de faire durer sa pause cigarette. Ça, c'est impossible à empêcher. Mais toute l'organisation du travail, en fait, a été déterminée par le fait d'étouffer toute forme de sabotage au sens originel. Il y avait d'abord deux questions. Oui. 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 Un peu commencé à en parler, mais j'aurais besoin un peu plus sur les liens, peut-être de l'idée, de l'origine entre le léguisme et le business de la fleur. Et du coup, la notion de sabotage. Ok. Je vais peut-être prendre plusieurs questions en même temps, comme ça, si je peux faire une pierre deux coups, peut-être. Alors, oui, puis après, oui, vous, allez-y. Oui, oui, oui. Voilà. À mon niveau d'optimisé. En fait, c'est particulièrement revendiqué dans l'argument solidariste. Il y avait eu des allocations aussi, c'est plutôt les Ok. Et, monsieur. Je vais revenir sur ça, peut-être que vous avez oublié, sur comment de l'aiguillage. Alors, ce que j'ai retenu, il y a deux choses qui m'ont retenu, moi. C'est vrai que la presse n'en a pas beaucoup parlé. Et même en creux, quand on voyait que les journalistes disaient il fallait connaître très bien les installations, ça laissait entendre que c'était des gens de la SNCF. Réaction quasiment immédiate du directeur de la SNCF qui était intervenu pour dire, sans présent, qu'il lui ne pouvait pas penser que des agents de la SNCF pouvaient faire saboter des lignes. Ça, pour lui, c'était inimaginable en mettant en contraire la valeur des agents. Oui, alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait je ne pourrais pas vous le dire ce soir. Je suis désolé, mais je sais bien. Alors, sur le ludisme, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Rapidement, en fait, c'est il y a un lien dans le sens où cette idée que la machine en tant que telle n'a pas à être respectée pour elle-même. Il y a cette idée que en fait, l'outil de production ne mérite pas forcément, automatiquement, un respect matériel. Et que donc, il est parfois légitime de le dégrader, voire de le détruire. Ça, c'est la première chose. Mais ce qui est très différent, c'est que justement, les saboteurs, ils vont très rarement jusqu'à la destruction. Pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut aussi préserver l'outil de production pour pouvoir, si vous regardez, si ça vous intéresse, vous avez un livre assez drôle à lire qui s'appelle Comment nous ferons la révolution de Émile Pouget et Émile Patot, deux grandes figures de la société. Ils décrivent une révolution fictive, évidemment, mais ils en parlent au passé, d'ailleurs, contrairement à ce que suggère le titre. Et d'ailleurs, ils disent au début, l'éditeur nous a saboté le titre. Au départ, ça devait être comment nous avons fait la révolution. Bref. Et ils racontent voilà, comment ils font, et surtout qu'il faut saboter, mais surtout pas détruire, parce qu'en fait, après, il faut se remettre à produire très rapidement, notamment pour nourrir la population. Donc, il faut saboter les trains pour empêcher les troupes d'arriver à Paris, ça c'est sûr. Mais très rapidement, il faut remettre en route les boulangeries, ouvrir les magasins. Donc, en fait, le rapport, en fait, il est très, très lâche. D'ailleurs, on ne se réfère jamais aux ludistes dans les écrits syndicalistes révolutionnaires. On a même l'impression qu'ils ne savent pas, en fait. C'est passé, ça ne les intéresse pas du tout. Et bon, le lien est assez lâche en réalité. Bon, ce qui n'empêche pas parfois, parmi il y en a qui se font, les militants de l'IWW, là, qui se font fait juger à Chicago, ils se font un peu coincer sur le truc. Ils n'arrêtent pas de leur dire, d'ailleurs ils sont un peu naïfs, ils sont sûrs qu'ils ne vont pas être condamnés. Donc ils fanfaronnent un peu. Ils disent non, mais nous, il n'y a aucun problème, on ne détruit rien, on enlève juste un boulon. Sauf que l'avocat de l'accusation dit oui, mais attends, c'est quoi les conséquences précises du boulon, le fait qu'on enlève le boulon?
C'est quoi, en fait? Et là, la plupart sont incapables de répondre. Donc là, en fait, la dimension, la limite entre destruction, dégradation, voilà. Ou alors ils disent, ah, mais non, mais en danger de la vie de personne. Et donc, il y a un avocat qui dit, mais par exemple, si par exemple, vous dites à un ouvrier de fermer à clé une porte dans un atelier, pour perturber la production, pour vous, c'est du sabotage. Alors, le but de c'est du sabotage. On détruit rien, on met en danger la vie de personne. Et l'avocat dit, oui, mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, en fait, d'empêcher les gens de sortir d'un lieu. C'est un incendie, etc. Donc là, ils se retrouvent coincés. Vous voyez, la différence, elle est très claire sur le plan théorique. Si vous lisez la littérature sur le sabotage, moi, franchement, j'achète. C'est nickel. Il n'y a aucun problème. D'un point de vue moral, c'est parfait. Dans les faits, en réalité, la distinction est très difficile à faire souvent. Sur la question de l'antimilitarisme, alors les bûcherons américains, ils s'en foutent complètement de l'antimilitarisme. Complètement. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons un peu similaires au fait qu'en France, même les plus antimilitaristes, ils sont allés sur le front. Hein. Voilà, le taux de désertion, même chez les anarchistes, il est infime. Donc en fait, c'est très rare en fait, de continuer à s'opposer à la guerre pendant la guerre. Aux États-Unis, l'IWW est aussi très très prudent. C'est-à-dire qu'ils disent on n'est pas pour la guerre, mais on ne va pas s'y opposer. Et on ne s'opposera pas à la construction. C'est un choix personnel. Donc, il n'y a aucune dimension antimilitariste. Surtout qu'aux États-Unis, l'antimilitarisme n'a pas du tout l'importance que ça a en France. Pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée professionnelle, hein, tout simplement. Contrairement à... Il n'y a pas de service militaire. Les États-Unis ont vite compris qu'ils n'avaient pas les moyens de gagner beaucoup de guerres, en fait. Hein. Donc, une fois qu'ils ont fait la guerre contre les Philippines, ils ont arrêté en 1902. C'était terminé. Donc, en fait, il n'y a aucun risque de guerre particulier aux États-Unis dans les années 1900-1910, contrairement à la France où on a les yeux rivés sur l'Allemagne. Et puis, voilà, et puis il y a les Balkans, et puis machin. Donc là, la question du déclenchement de la guerre, c'est demain que ça peut arriver. Il y a un fort antimilitarisme. Aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. Donc là, les bûcherons, vraiment, ils agissent pour leurs pommes. Ils comprennent qu'en fait, il y a un manque de main-d'œuvre. Ils comprennent que s'ils se font choper sur une exploitation, en fait, il suffit d'aller à celle d'après, où ils ont besoin de bras. Et ils referont la même chose. Et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune dimension antimilitariste, ce qui n'empêchera pas ceux qui se font juger d'être accusés d'avoir entravé de guerre, évidemment. Hein. Alors, eux, ils diront, pendant tout le procès, ils diront, ah, mais non, mais nous, la guerre, on s'en fout, en fait. Hein. Et puis, évidemment, l'accusation dira, mais c'est pas vrai, parce que dans votre littérature, vous n'arrêtez pas de dire qu'il y a l'impérialisme, il y a la guerre. Donc, ça veut bien dire que derrière, vous vouliez semer le chaos, l'anarchie, et puis vous êtes des bolcheviks, et puis vous voulez faire ce que les bolcheviks ont fait en Russie, on le sait très bien. Voilà, arrêtez de nous mener en bateau. Voilà. Mais dans les faits, en fait, pas du tout. Pas pour une immense majorité. Pour les sabotages SNCF, donc effectivement, je ne sais pas qui c'est, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que là aussi, mot pour mot, ce qui a été dit après les sabotages de juillet, on le retrouve dans la presse et dans les communiqués du gouvernement après les sabotages de 1909-1910. C'est-à-dire que d'abord, on dit, Bartou, qui est ministre des Travaux publics, Louis Bartou, dit va à l'Assemblée, va voir les députés, il dit attention, stop, j'ai un truc hyper important à vous dire. J'ai appris cette nuit, donc c'est quand même les premières nuits, j'ai appris cette nuit que des lignes télégraphiques ont été sabotées. Et là, l'Assemblée tétanisée, on dit non, c'est pas possible, etc. Et Bartou dit à ce moment-là, c'est en 13 mars 1909, il dit si ces faits sont avérés, c'est un véritable crime national. Et là, tout de suite, le syndicat, enfin, pas le syndicat, parce qu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer, mais l'association des postiers qui dit c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, jamais on dira à nos membres de faire ça.
c'est pas nous. Mais en même temps, vous avez un journal avec un petit malin qui s'appelle Gustave Hervé. Il y a un journal qui s'appelle La Guerre sociale, qui n'est pas anecdotique, hein, qui est tiré à 30 000 exemplaires à l'époque, hein, voire même un peu plus, quasiment 60 000 au plus haut. Bref, et qui fait paraître des communiqués signés d'une mystérieuse organisation de combat qui revendique les sabotages en disant « Allez les gars, on continue, postiers, cheminots, tous ensemble, on va y arriver ». Donc là, ça met le gouvernement, ça leur en fout. Ils essaient de chercher partout l'organisation de combat, ils ne la trouveront jamais. Et Gustave Hervé rit à gorge déployée. Et quand les cheminots, enfin, pendant la grève des cheminots et après la grève des cheminots, quand il y a des coupures de fil qui retombent, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement dit ça peut être que des gens qui savent techniquement comment ça marche. Et ça, c'est vrai. Que quand on regarde, on a dans les archives la circulaire de la vraie fausse organisation de combat qui a été saisie par la police. Il y a des détails techniques où on vous explique à combien de centimètres il faut creuser dans le sol pour trouver tel type de câble, que les câbles de l'État ils sont à tel niveau, qu'il ne faut pas toucher à ceux d'en dessous, parce que ça, c'est ceux des compagnies ferroviaires, qu'il faut faire attention pour ne pas s'électrocuter, de faire ceci, de faire cela. Il y a des détails techniques qui ne peuvent être connus que par des professionnels. Donc là, le gouvernement dit, ben regardez, c'est des cheminots ou c'est des agents des postes, quoi, des postes et des télégraphes, pour mieux justifier les licenciements, etc. Et puis, derrière, les organisations syndicales, notamment des cheminots, qui disent non, non, c'est pas nous. Et qui même vont envoyer des membres pour réparer. Ils disent non, ça peut pas être nous. En fait, dans les faits, on ne sait pas, mais ce qui est très probable, c'est qu'il y a deux hypothèses, en fait. C'est soit que c'était des petites unités de révolutionnaires qui étaient abonnés à la guerre sociale, hein, il y avait des cellules un peu partout, et qui avaient des copains, ou au moins un, en tout cas, qui était agent des lignes, et qui leur a expliqué, et il leur a suffi de dupliquer. Il en suffit d'un. Hein. Soit il y avait avec eux quelques agents par-ci par-là qui effectivement partageaient leurs idées et qui les ont aidés. Je pourrais dire la même chose pour les sabotages de cet été. En fait. Il est évidemment impossible que ça vienne d'une organisation syndicale quelle qu'elle soit. Ça, même à l'époque, c'était impossible. Après, dans les faits, oui, il y a forcément la dimension de la connaissance technique qui fait qu'il y a forcément au moins un dans l'histoire qui sait comment ça marche, ne serait-ce que pour le faire sans prendre de risques, sans s'électrocuter et sans provoquer de catastrophe. Alors, ce que l'on appelait, dans les années 1900-1910, là, un sabotage imbécile. Donc, on disait toujours, vous pouvez couper les poteaux, vous pouvez arracher les fils, vous pouvez faire ce que vous voulez, on vous explique comment faire, mais surtout, vous faites en sorte qu'il n'y ait aucun déraillement de train, aucune collision, aucun accident de personne. Le communiqué qu'il y a eu là après juillet, il est un peu bizarre. Ça peut être, moi, je trouve que ça peut être autant un communiqué opportuniste que, effectivement, un petit groupe de personnes, il n'y a pas besoin d'être très nombreux. Et effectivement, commun sabotage. Et si on lit le communiqué, c'est une sorte de communiqué invisible revu à la sauce 2024, mais bon, il est possible qu'il y ait un type il suffit qu'un type qui ait fait son stage à la SNCF, voilà, qui ait pris des notes. Les réseaux, en fait, sont très vulnérables. Dès le début, on s'en rend compte, les réseaux sont hyper vulnérables. Vous ne pouvez jamais surveiller un réseau entier. C'est impossible. Oui. Une politique qui se comporte autrement plus violemment qu'aujourd'hui. Et paradoxalement, en fait, en même temps, les acteurs arrivent
des trucs de très plus grande ampleur, mais il n'y a pas aussi les moyens de surveillance qu'il y a aujourd'hui. On n'a pas les moyens de tracer ce qui peut faire. Je vais garder de mettre quelle heure de surveillance. C'est pas simple. Différence de et aussi parce que tu dis le problème aussi, c'est que dans les organisations politiques syndicales ne veulent plus ni se revendiquer ni en faire. Ouais, le truc part est un peu à prendre dans l'autre sens. Les actions de sabotage qui aujourd'hui, dans ce moment, qui est type de communauté invisible et compagnie, sont aussi déconnectés de ce qui était avant, un instrument. En fait, au service de l'organisation collective, syndicale forte, quand on n'en est plus, c'est un instrument, c'est un truc fait pour mieux. Quand on a un outil à l'écoute isolé, mais ça, on le fait, qui font du spectacle, qui doivent après, mais voilà. Et qui n'ont pas d'effet réel concret sur le fonctionnement économique du pays. Oui, alors sur les deux points, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire sur la question de la surveillance, il ne faut jamais oublier aussi que les moyens de surveillance actuels sont sans commune mesure avec ceux du début du XXe, même si là, Paris d'État a quand même un système de surveillance très développé. Il n'y a pas une réunion comme ici, là où vous n'avez pas un indique ou un mouchard. Donc, en fait, on sait parfaitement ce qui se dit partout. Et voilà, on s'en rend compte notamment lors des procès ou dans les archives de police. On sait tout ce qui se dit. Je ne sais pas qui a ce rôle ce soir. Mais bon, mais bref. Bon. Comme dans les AG d'étudiants, à une époque, on regardait, on s'amusait à découvrir le type des RG. Bon, en fait, ils ne sont pas très discrets. Bref. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que même avec un système de surveillance extraordinaire, vous ne pouvez pas surveiller tout un réseau. Tout simplement. Le réseau, par définition, il est vulnérable. Mais il est aussi très résilient. Et ça, on s'en est rendu compte dès le début du XXe. C'est-à-dire que les actes de sabotage qu'on imaginait paralyser le pays, alors il y a encore des gens aujourd'hui qui disent ça. Si vous lisez, par exemple, il y a une histoire du sabotage là, de Victor Cachard qui est paru. Lui, il dit que ça a paralysé le pays. Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout paralysé le pays. En fait, ça a fortement perturbé, mais très rapidement, en fait, les réparations peuvent se faire. Et si vous pouvez pas, si vous imaginez 3 points A, B, C, quand vous ne pouvez pas passer entre A et B, ben, vous faites A, C et B, en fait. Voilà, c'est le principe du réseau, tout simplement. Et voilà, c'est la redondance du réseau qui fait que vous pouvez couper ce que vous voulez. Si vous ne le faites pas, en fait, dans un point central qui va paralyser une partie du réseau, en fait, ça ne sert à rien. Et ça, on s'en est très bien rendu compte pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on a commencé à savoir, quand les Anglais notamment ont commencé à se demander qu'est-ce qu'on va bombarder. En fait, il y a toute une réflexion, savoir ça ne sert à rien de bombarder tel ou tel point du réseau, parce que le flux va passer ailleurs. Donc, il faut identifier des points nodaux, des points centraux qui vont faire que. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que, oui, moi, en tout cas, en écrivant le bouquin, j'espère que ce type d'histoire, au-delà du plaisir d'avoir des anecdotes croustillantes et de l'érudition, va permettre aussi de réfléchir à la réelle portée du sabotage, en réalité, et pas croire que c'est un moyen d'action qui est efficace en lui-même, en fait. Il a d'efficacité, en fait, que quand il est articulé avec une stratégie d'ensemble, ça n'est qu'un élément tactique, qui, comme tout élément tactique, n'a aucune portée en lui-même. Il doit être toujours articulé à une stratégie d'ensemble.
Ça, effectivement, je trouve qu'il y a parfois un manque actuellement de réflexion sur cette articulation entre tactique et stratégie quand on parle de sabotage. Et donc, si cette histoire peut alimenter la réflexion collective, tant mieux. Il y a d'autres questions. Oui, Maxime. Par rapport à un danger, pouvoir revendiquer par le sabotage des droits ou d'autres avantages. Et un boulanger qui peut peut-être plus facilement remplacer, par exemple, une équipe de dockers, comme évidemment, on donne l'exemple des dockers, qui a docké et qui sont remplacés par une équipe qui était en moins compétente qu'eux. Donc on les a repris et ils ont eu leur revendication. Donc forcément, il y a des métiers qui sont moins aptes à ça que d'autres. Donc j'aimerais bien savoir lesquels ou si on a lesquels. Ok. Je vais donner une anecdote, si vous permettez. Étant informaticien, on s'est très vite rendu compte que les techniciens travaillent autour des machines synchronisées, donc elles étaient centralisées. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué avec les réseaux. À l'époque, on avait un pouvoir de nuisance potentielle assez extraordinaire. Tu peux avouer maintenant, il y a presque tout ça. Et donc, effectivement, ça nous permettait de pouvoir négocier les conditions de rémunération, les métiers informatiques, pas simplement pour des raisons de qualification, c'est aussi par rapport au rôle qu'ils jouent aujourd'hui dans la gestion des flux. Bon, je ne vais pas développer. Je crois que c'est la raison de poser la question. Alors, il y avait d'autres questions là. Ok. Moi, c'est pour savoir par rapport aux autres pays, parce qu'on a parlé effectivement des États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chili, et il y a plein d'autres pays. Alors, ça a été théorisé par les anarchistes à peine ils viennent. Les anarchistes, c'est aussi un réseau qui est international. Dans les autres pays, comment ça se passait? Est-ce qu'il y a effectivement des exemples où on pourrait circuler Ok. Oui, juste un exemple qui rejoint ce que vient de dire aux États-Unis, dans les 90, je crois, il y avait un cas d'un employé de Citibank qui a pu lui-même paralyser 90% du réseau de Citibank, juste pour montrer que quand on maltraite les employés, ils ont quand même le moyen d'agir. Lui, il a eu de plusieurs fermes de 6 mois pour 5 mois. Donc, c'est très sanctionné. Mais qu'est-ce qui s'est amusé? Ils sont faits. Alors, oui, on a jusqu'à quelle heure? Juste ok. Ben, alors, une dernière question alors? Ça peut pas par délégation. Une nation qui pays donne les moyens à l'art. Par exemple, le warrior et des sabotages. Ouais. Des sabotages, je veux dire, étatisés, on va dire. Mais voilà. Oui, oui. Alors, je vais reprendre point par point et puis on termine à 9h, il n'y a pas de problème. Oui, 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 mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus prédisposés, on va dire, au sabotage que d'autres? Alors, spontanément, effectivement, on pourrait penser, bon, comme l'a dit Dominique, il y a des métiers de réseau, qui sont sur les flux, voilà, de stock, de logistique, etc., qui sont plus disposés que d'autres à saboter, qui ont un impact surtout plus grand que d'autres. Et ça a des implications stratégiques très importantes quand il y a des mouvements sociaux. C'est la grève par délégation. C'est-à-dire qu'il y a tout ce truc-là, à chaque fois, mouvements sociaux, de dire nous, en fait, ça ne sert à rien qu'on fasse grève et on va donner à la caisse de grève pour que les cheminots y tiennent, ou que les dockers y tiennent, que dans les raffineries y tiennent. Parce qu'on se dit, c'est par eux que ça passe, etc., etc. Et puis à côté de ça, vous avez tous les autres syndicalistes qui vont dire, ou je sais pas, ou des organisations ANPA, trotskistes ou Parti communiste, même, etc., non à la grève par délégation.
parce que, voilà, en fait, chacun a son poste, on a un impact économique, mais si on n'en est pas conscient, etc. Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à défendre la position du non à la grève par délégation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde justement originellement le sabotage, il y a une infinité, une littérature infinie sur comment appliquer le sabotage dans toutes les professions. Toutes. Et vous allez dans n'importe quel, chez les confiseurs, chez les boulangers, chez les coiffeurs, chez les travailleurs agricoles, les résiniers, etc. Vous aurez toujours un moyen de trouver une manière de saboter. Alors, la question est de savoir, est-ce que l'impact du sabotage sera le même? Évidemment, ce n'est pas le même, mais on le voit aussi, quand il y a des sabotages de réseau, on imaginait en 1909-1910 que ça allait provoquer une paralysie, mais on l'imaginait très, très fermement, au point d'imaginer même que là était la clé de la grève générale. Que c'était ça la clé. Que désormais, en fait, le capitalisme, c'était d'une certaine manière tirer lui-même une balle dans le pied, en se rendant lui-même dépendant de réseaux qu'il ne pouvait pas maîtriser. Et en fait, ça a été fait, et ça n'a pas marché. Donc, c'est-à-dire que même quand on imagine qu'il y aura des sabotages qui vont avoir plus de conséquences que d'autres, ben, ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Et moi, les cas de sabotage collectif qui ont marché, en fait, il n'y en a aucun qui passe par des réseaux. Enfin, par des atteintes matérielles à des réseaux. Regardez les dockers dont vous avez parlé. C'est les dockers, c'est les dockers de Glasgow en 1889. Ils font une grève, ça ne marche pas. Et puis, le patron embauche des briseurs de grève qui ne sont pas formés, qui travaillent hyper mal. Donc, les autres acceptent de reprendre le travail et puis ils font exprès de travailler aussi mal que les briseurs de grève. Et donc, au bout d'un moment, le patron il jette l'éponge, il dit bon, allez, OK. Aucune violence, aucune atteinte matérielle. Les cheminots français, la grève du zèle, la grève perlée, aucune atteinte matérielle. Les bûcherons, oui, ils se sont pris un petit peu au tronc qu'ils ont coupé, mais pas aux machines, pas aux scieries, par exemple. Donc, en fait, l'impact du sabotage, le sabotage efficace, n'est pas forcément là où on l'attend. En fait. C'est ça que j'ai. Moi, en fait, au départ, ce qui m'intéressait, parce que je viens plutôt de l'histoire de la communication, c'était justement les réseaux. Je m'étais dit, ah ben tiens, c'est là que ça va se passer. Et en fait, non. C'est dans le travail que ça se passe. Tout se passe dans le travail. Et là, il y a une autre vision de la grève générale. C'est une vision qui n'est pas technicienne ou techniciste de la grève générale, qui est une vision en fait plus classique de la grève générale, c'est-à-dire ce qu'on appelle la grève des bras croisés. Aux États-Unis, on appelle ça folded arms strike, la grève des bras croisés. En fait, c'est ça le sabotage le plus efficace, en fait, c'est celui-là. C'est le ralentissement jusqu'à le cesser. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de métier qui soit plus ou moins prédisposé à ça. Bon, j'ai évoqué un peu la question de l'informatique. Oui, alors j'insiste aussi sur le fait que les postes comme le tien ou d'autres, c'est des postes qui sont évidemment extrêmement surveillés. Hein. On ne recrute pas n'importe qui. Hein. Évidemment. Donc aussi, on réduit les risques beaucoup en amont parce qu'on sait très bien que en fait, on ne peut pas tout maîtriser. Et les cas des lanceurs d'alerte l'ont montré, Wikileaks, etc., c'est du sabotage de la bouche ouverte, en fait, Wikileaks. Hein. Et, une militaire qui a dit ce qu'elle n'aurait pas dû dire. Bon, dans les autres pays, alors, oui, il y a des choses, mais en fait, si je ne l'ai pas dit, mais si je me censure la France et les États-Unis, ce n'est pas uniquement parce que la France c'est pratique et que j'adore les États-Unis, c'est parce qu'en fait, la France et les États-Unis, c'est les deux pays où il y a eu une théorisation originale du sabotage et où le sabotage a été le plus discuté et même, à mon avis, pratiqué. Ça, je ne peux pas trop dire sur le fait de pratiquer ou pas, mais théoriser, oui. C'est les deux seuls pays où il y a une théorisation du sabotage qui a eu un impact international. Vous n'avez aucun autre pays qui a produit une théorie du sabotage qui a influencé d'autres gens dans d'autres pays. Il n'y a que ces deux pays-là. Le chat noir, par exemple. Partout dans le monde, le chat noir, c'est le sabotage. C'est associé à l'anarchisme et au sabotage.
le mot sabotage, le mot français qui était repris dans toutes les langues. En italien, en russe, en anglais, en espagnol, en allemand, tout ce que vous voulez. C'est sabotage qui a été repris. Donc, il y a d'autres cas, vous voyez tous les pays où il y a des organisations syndicalistes révolutionnaires. Mexique, par exemple, la Maison de l'ouvrier mondial, par exemple, ils ont saboté, ils ont écrit sur le sabotage. La CNT en Espagne, ils ont saboté les tramways, ils ont saboté, etc. Mais c'est quoi leur référence? C'est Pouget, avant tout. Et parfois, c'est un peu les Américains. Donc, il y a d'autres cas, effectivement. Vous regardez en tout le Commonwealth, donc tous les pays anglo-saxons. En Australie, vous avez des Wobblies aussi. Alors, eux, ils étaient antimilitaristes, par contre, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Eux, ils ont été antimilitaristes, ils ont saboté de manière antimilitariste, ils ont tous fini en prison. Juste quelques milliers à peine, ils ont tous fini en prison. Donc, il y a d'autres, effectivement, d'autres exemples, hein, mais le cœur, en fait, de la théorie, c'est vraiment la France avant tout et les États-Unis dans un second temps. Ce qui n'empêche pas que d'autres militants dans d'autres pays s'en soient inspirés. Mais là, je ne pouvais pas tout faire. Donc, je ne pouvais pas faire une histoire globale du sabotage. Hein, tout seul, je ne pouvais pas. Mais pourquoi pas vu qu'il y a des étudiants ici, des apprentis chercheurs, enfin des chercheurs même, du coup, ça peut vous donner des idées. Le sabotage par délégation, oui, alors oui, alors c'est ce que je disais quand je dis c'est sabotage étatisé, c'est que oui, très rapidement, dès la Première Guerre mondiale, les premiers à le faire, en fait, de manière massive, c'est les Allemands. C'est-à-dire qu'ils recrutent sur place, soit ils envoient des agents, soit ils recrutent sur place des gens souvent qui sont anarchistes ou des nationalistes irlandais qui sont aux États-Unis. Vous avez 10% des Américains qui sont allemands ou d'origine allemande, hein, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc quand la guerre éclate et que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne, c'est pas très difficile de les recruter pour mettre une petite bombe. Voilà, les plus gros attentats aux États-Unis avant le 11 septembre sur le sol américain, c'est en 1916, c'est ce qu'on appelle le sabotage de l'île de Black Tom, c'est une île juste en face de Manhattan, d'immenses dépôts de munitions. Il y a un ou des agents allemands, des agents retrouvés, qui ont tout fait péter. L'explosion a été tellement forte que toute une partie des vitres des gratte-ciel de Manhattan ont explosé, alors qu'elles se situent à voilà. Ils ont été soufflés par l'explosion. Donc, en fait, c'est des pratiques qui existent sous ce mot-là, en fait, dès la Première Guerre mondiale. Mais en réalité, si vous regardez la guerre franco-prussienne, il y a des opérations de sabotage de voies ferrées de part et d'autre, même si on ne dit pas le mot. Si vous regardez la guerre de sécession, les sudistes vont saboter les voies ferrées du Nord, mais on n'emploie pas le terme. Voilà. Ce qui est nouveau dans la Première Guerre mondiale, c'est qu'on commence à appeler ça du sabotage, et puis après, ça devient un truc d'espion, de barbouze. Ça entre dans la culture populaire. Hitchcock, il a fait 2 films quand même. Un qui s'appelle Sabotage, un autre qui s'appelle Saboteur. Et puis après, ça vous donne les James Bond, les machins. On parle que de ça. Voilà. Donc, mais ça, pour moi, c'est déjà du sabotage dénaturé. En fait. Et le bouquin, c'est aussi pour rappeler en fait que l'origine ouvrière en fait, du sabotage. C'est un truc c'est un truc qui nous a été piqué par les États et les armées. Et il faut se le réapproprier intelligemment, mais il faut se le réapproprier. J'ai répondu à tout. 21h04. Merci en tout cas à Dominique de nous avoir éclairé. Merci aussi à Atila et Marie-Laure, c'est que le Levaque nous permet. Donc on peut bien les remercier. On fait ça tous les mois le mois prochain.